En ce moment-là, il se fit dans l'atelier un silence de statue. Le directeur était seul, comme d'habitude. Il entra avec sa figure joviale, satisfaite et inexorable, ne vit pas Claude qui était debout à gauche de la porte, la main droite cachée dans son pantalon, et passa rapidement devant les premiers métiers, hochant la tête, mâchant ses paroles, et jetant çà et là son regard banal, sans s'apercevoir que tous les yeux qui l'entouraient étaient fixés sur une idée terrible. Tout à coup, il se détourna brusquement, surpris d'entendre un pas derrière lui. C'était Claude qui le suivait en silence depuis quelques instants. « Que fais-tu là, toi » dit le directeur. « Pourquoi n'es-tu pas à ta place ?»« Car un homme n'est plus un homme, là c'est un chien, on le tutoie. » Claude Gueux répondit respectueusement. « C'est que j'ai à vous parler, monsieur le directeur. »« De quoi ?»« D'Albin. »« Encore ?» dit le directeur. « Toujours, dit Claude. « Ah ça !» reprit le directeur continuant de marcher. « Tu n'as donc pas eu assez de 24 heures de cachot ?» Claude répondit en continuant de le suivre. « Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. »« Impossible !»« Monsieur le directeur, dit Claude avec une voix qui eût attendri le démon. Je vous en supplie, remettez Albin avec moi. Vous verrez comme je travaillerai bien. Vous qui êtes libre, cela vous est égal. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un ami. Mais moi, je n'ai que les 4 murs de ma prison. Vous pouvez aller et venir, vous. Moi, je n'ai qu'Albin. Rendez-le-moi. Albin me nourrissait, vous le savez bien. Cela ne vous coûterait que la peine de dire oui. Qu'est-ce que cela vous ferait qu'il y ait dans la même salle un homme qui s'appelle Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin? Car ce n'est pas plus compliqué que cela. Monsieur le directeur, mon bon monsieur D, je vous en supplie, vraiment, au nom du ciel. Claude n'en avait peut-être jamais tant dit à la fois à un geôlier. Après cet effort épuisé, il attendit. Le directeur répliqua avec un geste d'impatience. « Impossible, c'est dit. Voyons, ne m'en reparle plus. Tu m'ennuies. » Et comme il était pressé, il doubla le pas. Claude aussi. En parlant ainsi, ils étaient arrivés tous deux près de la porte de sortie. Les 80 voleurs regardaient et écoutaient, haletants. Claude toucha doucement le bras du directeur. « Mais au moins que je sache pourquoi je suis condamné à mort. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. »« Je te l'ai déjà dit, répondit le directeur. Parce que... » Et tournant le dos à Claude, il avança la main vers le loquet de la porte de sortie. À la réponse du directeur, Claude avait reculé d'un pas. Les 80 statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva, et avant que le directeur eût pu pousser un cri, 3 coups de hache, chose affreuse à dire, assénés tous les 3 dans la même entaille, lui avaient ouvert le crâne. Au moment où il tombait à la renverse, un 4e coup lui balafra le visage. Puis, comme une fureur lancée ne s'arrête pas court, Claude Gueux lui fendit la cuisse droite d'un 5e coup inutile. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria « À l'autre maintenant !» L'autre, c'était lui. On le vit tirer de sa veste les petits ciseaux de sa femme, et sans que personne songeât à l'en empêcher, il se les enfonça dans la poitrine. La laine était courte, la poitrine était profonde. Il y fouilla longtemps et à plus de 20 reprises en criant « Cœur de damné, je ne te trouverai donc pas !» Et enfin il tomba baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre? Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de linge et de bandages, entouré de soins. Il avait auprès de son chevet de bonnes sœurs de charité, et de plus un juge d'instruction qui instrumentait et qui lui demandait avec beaucoup d'intérêt « Comment vous trouvez-vous » Il avait perdu une grande quantité de sang, mais les ciseaux avec lesquels il avait eu la superstition touchante de se frapper avaient mal fait leur devoir. Aucun des coups qu'il s'était portés n'était dangereux. Il n'y avait de mortel pour lui que les blessures qu'il avait faites à MD. Les interrogatoires commencèrent. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison de Clairvaux. Il répondit oui. On lui demanda pourquoi. Il répondit parce que. Cependant, à un certain moment, ses plaies s'envenimèrent. Il fut pris d'une fièvre mauvaise dont il faillit mourir. Novembre, décembre, janvier et février se passèrent en soins et en préparatifs. Médecins et juges s'empressaient autour de Claude. Les uns guérissaient ses blessures, les autres dressaient son échafaud. Abrégeons.
Le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Tout ce que la ville peut donner de foule était là. Claude eut une bonne attitude devant la cour. Il s'était fait raser avec soin, il avait la tête nue, il portait ce morne habit des prisonniers de Clairvaux, mi-parti de 2 espèces de gris. Le procureur du roi avait encombré la salle de toutes les baïonnettes de l'arrondissement, afin, dit-il à l'audience, de contenir tous les scélérats qui devaient figurer comme témoins dans cette affaire. Lorsqu'il fallut entamer les débats, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Le président les menaça de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut en vain. Claude alors leur commanda de déposer. Toutes les langues se délièrent. Ils dirent ce qu'ils avaient vu. Claude les écoutait tous avec une profonde attention. Quand l'un d'eux, par oubli ou par affection pour Claude, omettait des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. De témoignage en témoignage, la série des faits que nous venons de développer se déroula devant la cour. Il y eut un moment où les femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier appela le condamné Albin. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant. Il sanglotait. Des gendarmes ne purent empêcher qu'il n'allât tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi « Voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin. La liste des témoins épuisée, monsieur le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. « Messieurs les jurés, la société serait ébranlée jusque dans ses fondements si la vindicte publique n'atteignait pas les grands coupables comme celui qui, etc., etc. » Après ce discours mémorable, l'avocat de Claude parla. La plaidoirie contre et la plaidoirie pour firent, chacune à leur tour, les évolutions qu'elles ont coutume de faire dans cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un procès criminel. Claude jugea que tout n'était pas dit. Il se leva à son tour. Il parla de telle sorte qu'une personne intelligente qui assistait à cette audience s'en revint frappée d'étonnement. Il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. Il parla debout, avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec un œil clair, honnête et résolu, avec un geste presque toujours le même, mais plein d'empire. Il dit les choses comme elles étaient, simplement, sérieusement, sans charger ni amoindrir, convint de tout, regarda l'article 296 en face et posa sa tête dessous. Il eut des moments de véritable haute éloquence qui faisaient remuer la foule et où l'on se répétait à l'oreille dans l'auditoire ce qu'il venait de dire. Cela faisait un murmure pendant lequel Claude reprenait haleine en jetant un regard fier sur les assistants. Dans d'autres instants, cet homme qui ne savait pas lire était doux, poli, choisi, comme un lettré. Puis, par moments encore, modeste, mesuré, attentif, marchant pas à pas dans la partie irritante de la discussion, bienveillant pour les juges. Une fois seulement, il se laissa aller à une secousse de colère. Le procureur du roi avait établi dans le discours que nous avons cité en entier que Claude Gueux avait assassiné le directeur des ateliers sans voie de fait ni violence de la part du directeur. Par conséquent, sans provocation. « Quoi ?» s'écria Claude. « Je n'ai pas été provoqué ? Ah, ouais, vraiment, c'est juste, je vous comprends. Un homme ivre me donne un coup de poing, je le tue. J'ai été provoqué, vous me faites grâce, vous m'envoyez aux galères. Mais un homme qui n'est pas ivre et qui a toute sa raison me comprime le cœur pendant 4 ans, m'humilie pendant 4 ans, me pique tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, d'un coup d'épingle à quelque place inattendue pendant 4 ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé, il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé, il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain, un ami m'en donne, il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami, il me met au cachot. Je lui dis vous, à lui mouchard, il me dit tu. Je lui dis que je souffre, il me dit que je l'ennuie. Alors que voulez-vous que je fasse ? Je le tue. C'est bien, je suis un monstre, j'ai tué cet homme, je n'ai pas été provoqué, vous me coupez la tête, faites. Mouvement sublime, selon nous, qui faisait tout à coup surgir au-dessus du système de la provocation matérielle, sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atténuantes, toute une théorie de la provocation morale oubliée par la loi. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulte ceci. Une vilaine vie. Un monstre, en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique, puis il avait volé, puis il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. « Peu de choses, dit Claude.
Voici pourtant. Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et tué. Mais pourquoi ai-je volé? Pourquoi ai-je tué? Posez ces deux questions à côté des autres, messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération, sur la déclaration des 12 champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il est certain que dès l'ouverture des débats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux, ce qui leur avait fait une impression profonde. On lut son arrêt à Claude, qui se contenta de dire « C'est bien. Mais pourquoi cet homme a-t-il volé? Pourquoi cet homme a-t-il tué? Voilà deux questions auxquelles ils ne répondent pas. » Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit « 36 ans de fait !» Il ne voulut pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qu'il avait soignées vint l'en prier avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant, car au moment où il signa son pourvoi sur le registre du greffe, le délai légal des 3 jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre fille reconnaissante lui donna 5 francs. Il prit l'argent et la remercia. Pendant que son pourvoi pendait, des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troyes, qui s'y dévouaient tous. Il refusa. Les détenus jetèrent successivement dans son cachot par le soupirail un clou, un morceau de fil de fer et une anse de seau. Chacun de ces 3 outils eût suffi à un homme aussi intelligent que l'était Claude pour limer ses fers. Il remit l'anse, le fil de fer et le clou au guichetier. Le 18 juin 1832, 7 mois et 4 jours après le fait, l'expiration arriva. PD Claudo, comme on voit. Ce jour-là, à 7 heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'1 heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. « Allons, dit Claude froidement. J'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirai encore mieux la prochaine. Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, doux avec l'autre. Il ne refusa ni son âme ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla, dans un coin du cachot, du choléra qui menaçait Troyes en ce moment. « Quant à moi, dit Claude avec un sourire, je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce legs la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 5 francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À 8 heures moins le quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution parce que c'était jour de marché, afin qu'il y eût le plus de regards possible sur son passage. Car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un pardonnant à l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de 5 francs qu'il avait dans sa main droite et lui dit « Pour les pauvres ». Comme 8 heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix, et le confesseur lui répondit qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de 2 coups et répéta avec douceur « Pour les pauvres ». Le 8e coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques.